Ça veut dire quoi, choisir tout ? Faire rimer ses aspirations pro et perso, faire des choix en conscience, les réévaluer quand c'est nécessaire, approfondir sa connaissance de soi, agir là où on le veut et on le peut, être en lien avec les autres. Bienvenue dans Les Équilibristes, le podcast qui vous aide à imaginer et vivre l'équilibre des temps de vie qui vous convient, en identifiant et faisant de la place à ce qui compte pour vous. Je m'appelle Sandra Fiodo et je suis la fondatrice de Conscious Cultures, une société dont la mission est d'aider les entreprises à comprendre et prendre en compte qui sont leurs salariés, leurs besoins réels et aspirations, et concevoir les conditions qui leur permettront de fournir leur meilleur travail. Si vous aimez les équilibristes, pensez à vous inscrire à ma lettre numéro d'équilibriste que j'envoie 2 fois par mois pour partager anecdotes et ressources sur les sujets que nous abordons dans le podcast. Le lien pour vous inscrire est dans les notes de cet épisode. Merci de votre écoute. Je me réjouis de faire avancer ces sujets avec vous. Ça veut dire quoi l'intelligence collective ? Comment un mouvement se propage dans un groupe ? Est-ce qu'on peut garder son libre arbitre dans un groupe ou est-ce qu'on est forcément influencé ? Et d'ailleurs, on est influencé sur quoi ? Est-ce qu'on peut vivre dans un groupe qui ne nous ressemble pas ? Comment on peut promouvoir la remise en question dans un groupe dont on sait qu'il se forme la vérité qu'il veut voir ? Comment se propagent les rumeurs ? Des questions, j'en avais des tas pour Mehdi Moussaïd, mon invité du jour. Mehdi est foulologue, c'est-à-dire qu'il fait de la recherche sur les foules, autrement dit des groupes de personnes qui s'influencent les unes les autres. Mehdi est aussi un excellent vulgarisateur de concepts scientifiques qu'il rend extrêmement limpides, accessibles et dont on voit tout de suite les applications concrètes dans notre quotidien. Un épisode un peu différent, mais pas tant que ça en réalité. Dans Les Équilibristes, on s'intéresse à la question de l'équilibre des temps de vie au sens large, et donc à la question du bien vivre dans les groupes, au travail et en dehors. Un épisode donc pour prendre de la hauteur, changer d'angle et poursuivre nos explorations collectives. J'ai appris énormément. Vous saviez, vous, que l'étude des comportements d'un groupe se nourrissait plus de la physique que de la psychologie ? Et j'ai aussi adoré entendre Mehdi réinsister sur l'importance du contexte et me répondre « ça dépend » si souvent. Ramener de la complexité accessible là où elle est nécessaire, voilà qui est réjouissant. Alors très bonne écoute et un grand merci à mon amie Perrine pour la mise en relation avec Mehdi. Bonjour Mehdi. Bonjour Sandra. Bienvenue dans Les Équilibrés, je suis très heureuse de te recevoir. Merci. Mehdi, alors toi, tu étudies les foules. Tu t'appelles foulologue. Et avant qu'on parle de ton métier et de toi, je veux qu'on commence par... Est-ce que tu peux nous préciser ce que c'est qu'une foule ? À partir de combien de personnes ça constitue une foule ? C'est une des questions qu'on me pose le plus souvent. C'est Combien vrai ? de personnes c'est pour une foule ? Ouais. Écoute, c'est pas vraiment une question de nombre en fait. Donc je peux pas te donner un nombre exact. C'est plutôt une question de volume d'interaction sociale en fait, parce que tu peux avoir 10 000 personnes qui se parlent pas, qui se regardent pas, qui ne s'influencent pas, et ça va pas constituer une foule. Ça va constituer 10 000 personnes isolées. Ouais. À l'opposé, tu peux avoir seulement un petit groupe déjà de 4-5 et qui discutent et avec des interactions sociales et des influences et des échanges. Et à partir de ce moment-là, déjà, tu vas avoir une dynamique collective qui va commencer à se mettre en place. Donc, même avec un tout petit groupe de 4-5, déjà, on a une dynamique de foule dans une certaine mesure qui se met en place, alors qu'avec un très grand nombre de gens qui se parlent pas, c'est pas une foule. Donc, ça se mesure vraiment au volume d'interaction. Il faut qu'il y ait des influences et des échanges d'informations. Ça, c'est super intéressant parce que je pense aux gens qui écoutent et qui, foule, on a toujours l'impression que c'est des grandes quantités de personnes et en fait, on se rend compte qu'on vit au milieu de plein de foules, si tu dis les choses comme ça. Ouais. Comment t'en es venu à étudier les foules ? À l'origine, c'est vraiment une coïncidence. En fait, moi, j'étais attiré par la science avant tout. Donc, j'ai suivi un parcours d'ingénieur en informatique. Je suis allé au bout de mes études. Et puis, quand j'ai terminé, je me suis dit que c'était pas un métier que j'avais vraiment envie de faire. J'ai surtout suivi le parcours parce que c'était, tu sais, c'est les rails, quoi. Tu suis tes rails. Et puis, je me suis dit, non, mais qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Moi, en fait, je voudrais être chercheur scientifique parce que j'adorais ça. J'ai des images, tu sais, des grands savants du 17e, 18e siècle. Et je voulais être comme ça. Évidemment, ça a bien changé depuis. Et donc, j'ai commencé à chercher un doctorat vraiment quel que soit le sujet, quoi. J'étais pas spécifiquement sur un thème particulier. Je voulais surtout faire de la recherche scientifique. Et donc, par hasard, je suis tombé sur une annonce qui proposait un doctorat à l'université Paul Sabatier à Toulouse sur l'étude du comportement des piétons dans la rue. J'ai trouvé ça assez mystérieux. J'ai candidaté, j'ai été pris et je pensais que j'allais étudier vraiment la façon dont on se déplace, comment on marche sur un trottoir ou des choses comme ça. Et puis très vite, je me suis rendu compte qu'en fait, non, c'était vraiment une dynamique collective, que la façon qu'on a de marcher, en fait, elle dépend des gens qui sont autour de nous.
On va éviter les gens, on va choisir une direction plutôt qu'une autre en fonction de ce que font les autres. On va avoir tendance souvent à se suivre. Et si je suis une personne, eh bien les gens qui sont derrière moi vont me suivre en retour. Et puis ça va en fait créer comme ça une dynamique d'amplification. Et on va se retrouver avec des flux, des masses de gens qui vont dans une direction ou dans une autre. Et progressivement, le sujet s'est élargi de déplacement des piétons. J'ai commencé à m'intéresser aux émotions des piétons, aux émotions des gens d'une manière générale, aux jugements, aux comportements et aux opinions. Et tout ça, en fait, ça rentre dans une très grande famille de systèmes. Et puis, en fait, je me suis spécialisé dans ce genre de systèmes qui sont des systèmes dynamiques, collectifs, qu'on retrouve aussi, par exemple, chez les animaux sociaux. Un banc de poissons, par exemple, ou une colonie de fourmis, ça rentre dans la même catégorie de système. Il y a des similarités, des similitudes entre la manière dont un banc de poissons fonctionne et un banc d'humains fonctionne. Ah ouais, il y en a beaucoup. Il y a aussi des différences, c'est ça qui est intéressant. Ouais. Et effectivement, comme je te disais, ça rentre dans la même grande famille de systèmes. Et ce sont des systèmes qui sont en général constitués d'un grand nombre d'individus. Individus, ça peut être vraiment des gens, des poissons, des fourmis, voire même de la matière inerte, hein, par exemple des grains de sable ou des grains de riz. Tout ça, ça rentre dans les mêmes familles. Et puis, qui sont construits sur l'idée d'interaction locale. Donc moi, je vais être influencé par mes voisins, puis les voisins par leurs propres voisins, ces personnes par leurs propres voisins. Et comme ça, en fait, on est tous liés indirectement. Et quand il se passe quelque chose dans un coin du système, ben, ça peut avoir des répercussions sur le comportement de ceux qui sont à l'autre bout du système. Ouais, alors t'as des vidéos incroyables parce que t'es scientifique, mais t'es un grand vulgarisateur aussi. T'as des vidéos super. On mettra le lien de tes chaînes et tout. C'est vraiment intéressant. Et quand je me suis plongée dans ce que tu faisais, j'ai appris notamment une chose qui est que l'étude du comportement des foules, il y a de la psychologie, mais c'est aussi beaucoup de la biologie et de la physique. Est-ce que tu peux nous dire un mot là-dessus? Ouais, c'est étonnant. Ça m'a étonné aussi, effectivement, quand j'ai débuté, mais c'est très interdisciplinaire. Et à l'heure actuelle, la communauté scientifique qui est le plus avancée, qui est le plus impliquée dans l'étude du comportement de foule, ce sont les physiciens, effectivement. Et ça a été un petit peu une mini révolution en fait, parce que ça s'est produit dans les années entre les années 50 et les années 70, où progressivement les physiciens ont commencé à se rendre compte que ils pouvaient modéliser, donc décrire mathématiquement des choses qui se passent dans nos sociétés avec des équations. Des équations qui viennent de la physique newtonienne, de la physique granulaire, par exemple. Et ça, c'était un peu une petite révolution parce que depuis longtemps, les physiciens, ils sont obsédés par les équations qui décrivent tout. Ils veulent décrire l'infiniment grand, l'infiniment petit, mais ils étaient toujours limités à la matière. Et d'un seul coup, on se rend compte que ces équations, en fait, elles peuvent s'ouvrir même au vivant. Et on se dit, ah, c'est génial, c'est vraiment une équation pour tout contrôler, quoi. Est-ce qu'il y aurait vraiment une unification de toutes les sciences derrière ça? Et donc ça a déclenché beaucoup d'engouement scientifique. Les chercheurs ont commencé à appliquer les outils de la physique sur le vivant, d'abord sur les animaux sociaux et puis rapidement sur les humains. On s'est rendu compte que ça marche. Donc c'est pas juste une bonne intuition, c'est en plus c'est fonctionnel, quoi. Ouais. Aujourd'hui, par exemple, si les gens qui travaillent dans la gestion de flux, par exemple autour d'un festival ou pendant un grand rassemblement religieux ou autre, ils utilisent des outils qui sont développés par des physiciens, des outils de planification de flux de piétons, qui sont en fait des grosses machines informatiques qui exécutent des équations de la physique newtonienne en fait. Et puis en fait, c'est avec ça, on peut utiliser la mécanique des fluides, par exemple, pour décrire le flux de piétons, etc. Et moi, ça m'a toujours fasciné de me dire que mon comportement, en fait, il peut être décrit par des équations. Ça me perturbe, en fait. C'est presque un peu vexant. C'est clair. C'est un peu vexant. Parce que non, mais moi, je suis vivant, je suis libre, je décide, je fais ce que je veux, quoi. Ouais. En fait, quand je suis tout seul, je suis imprédictible. Mais à partir du moment où je rentre dans un grand groupe, ben, mon comportement commence à devenir prédictible. Ouais, c'était une de mes prochaines questions. Je disais à une interview de toi dans Philosophie Magazine, tu disais ce qui est fascinant, c'est qu'on peut pas décrire une personne seule avec une équation parce qu'elle a un libre arbitre, mais lorsqu'il y a assez d'individus pour composer une foule, on peut modéliser mathématiquement. Quand est-ce qu'on perd ce libre arbitre? Enfin, où est-ce qu'on le perd d'ailleurs, mais quand est-ce que ça bascule? Ouais, on le perd. On le perd. Ça revient à la toute première question que tu me posais. On le perd à partir du moment où on est dans ce qu'on peut appeler une foule, donc à partir du moment où on est sous l'influence des autres.
qui eux-mêmes sont sous l'influence des autres. Et donc, quand on commence à former ce système macroscopique, donc à grande échelle, et chaque point est difficilement prédictible, mais le système dans son ensemble, lui, il est prédictible. Et c'est ça qui fait la fascination que j'ai un petit peu pour ça, qui a fait aussi la fascination des physiciens dans les années 70, comme je disais tout à l'heure. Et alors, moi, je travaille beaucoup sur cette question du monde du travail et de comment est-ce qu'on peut l'adapter aujourd'hui aux besoins et aux envies qui sont différentes. Et il y a cette question qui revient tout le temps, qui est un peu une formule raccourcie, mais de être soi au travail. Et j'avais parlé avec Albert Moukébert de ça et de comment, si même ça a un sens en fait. Mais du coup, j'ai envie de te poser la question, est-ce qu'on peut être soi au travail dans la mesure où on est au milieu de foule aussi dans ces moments-là? Ouais. Ça dépend un petit peu de ce qu'on appelle être soi. Dans un sens, est-ce que tu peux être toi déjà dans la vie en fait? Ouais, non, c'est sûr. Et que ce soit dans le travail ou dans la vie d'une manière plus générale, c'est la même problématique qui arrive. Ouais. Et il y a des études moi qui me fascinent vraiment, qui ont commencé à sortir au début des années 2000. En particulier, il y a une étude qui est faite dans ce qu'on appelle une ville expérimentale. Donc il y a une ville aux États-Unis qui est une sorte de mini laboratoire de recherche en fait, et en fait on cartographie tout ce qui se passe dans cette ville, toutes les interactions sociales qu'il y a entre les gens. Ça s'appelle Framingham, une ville assez petite qui doit faire 30 ou 40 000 habitants quand même. Et qui est étudié, c'est des études longitudinales, donc qui est étudié depuis les années 80 en fait. Et donc on sait absolument tout sur cette ville, on sait qui est de la même famille que qui est parent avec qui, et en même temps qui est ami avec qui est collègue avec qui, puisqu'on parle du travail. Et en même temps on a des infos autres sur l'état de santé, l'humeur, etc. de chaque personne. Et ça fait vraiment peur en fait. C'est vraiment peur de voir à quel point tout est sous influence. Chaque personne de la ville est sous influence en fait. Influence directe de ta famille, de tes proches, tes amis, tes collègues, et influence indirecte en fait, puisque si tu as une personne qui fait quelque chose, elle va influencer ses amis, qui vont influencer ses amis, qui vont arriver sur toi et qui vont t'influencer toi. Et donc il y a des mesures, par exemple de tabagisme, par exemple. Donc ça c'est assez intuitif. On se rend compte que quand une personne commence à fumer ou arrête de fumer, eh ben on va avoir dans les années qui suivent, statistiquement, ça va se propager à ses voisins, à ses amis, puis aux voisins des voisins, puis les voisins des voisins. Voisin ici, c'est pas voisin dans le sens résidentiel. Voisin, c'est dans le sens réseau social. Et en fait, que ce soit l'humeur, le bonheur, la dépression, l'indice de masse corporelle. L'indice de masse corporelle est contagieux en fait. Donc tu te rends compte que quand quelqu'un dans cette ville commence à prendre du poids, toute chose égale par ailleurs, tu vas avoir les gens autour de lui qui vont aussi commencer à prendre du poids, puis les gens autour, etc. Et en fait, on a ce genre de truc. Et tu peux prendre une personne au hasard dans la ville et savoir à l'avance, dans les années qui suivent, si elle va grossir, si elle va se mettre à faire du sport, à fumer, si elle va être heureuse ou malheureuse. Et est-ce qu'on est soi dans ce genre de système? Ouais, c'est sûr. La question est ouverte. Ouais, et c'est fascinant. Et ça rejoint une question que j'ai sur vraiment cette conviction que j'ai que en fait tous nos comportements impactent forcément ceux qui sont autour de nous. Donc même quand on a l'impression de pas avoir de pouvoir sur les choses, on en a bien plus qu'on ne le pense. Comment est-ce qu'on influence justement? C'est ça, tu peux le tourner dans ce sens-là, au lieu de sombrer en dépression et de te dire en fait j'ai aucun libre arbitre, je dépends de ma position dans ce réseau social. Tu peux aussi dire mais en fait si moi je dépends d'eux, eux aussi ils dépendent de moi. Et donc en fait je peux avoir une influence. Et le premier auteur qui s'appelle Nicolas Christakis de cette étude, il dit en fait moi j'ai changé de perspective sur ça. Désormais j'ai arrêté de fumer, j'ai perdu du poids et je fais du sport. Et je sais que ça va avoir une influence non pas seulement sur les membres de ma famille, mais aussi sur le mari de la maîtresse de mon fils. Parce que les choses se propagent comme ça, et donc je peux propager des comportements que je juge corrects ou mieux, juste en les adoptant. Ça, c'est génial. Moi, je trouve que c'est une super bonne nouvelle. J'aimerais bien ouais, ça va dans les deux sens, ouais, mais on a toujours l'impression qu'il faut... je reviens à l'entreprise, mais monter haut dans les échelons pour avoir la chance d'avoir un moindre impact. Et en fait, on se rend compte que c'est pas forcément vrai. J'avais une question pour toi sur le chiffre 3. Et ma question, elle va être un peu longue, mais parce que il y a 2 vidéos et études que j'ai lues récemment et qui m'ont beaucoup intéressée. Une vidéo de Seth Godin que j'aime beaucoup et qui montre un festival de musique où il y a
une personne qui se met à danser de manière très isolée, un peu bizarrement. Puis il y a une deuxième personne qui le rejoint. Puis il y a une troisième personne qui le rejoint. Et c'est à partir de ce moment-là que des hordes de personnes les rejoignent pour danser. Donc, et son propos, c'est de dire we need more guy number 3. On a besoin de plus de ce gars-là qui fait basculer les choses. Et je lisais hier soir une étude qui s'appelle Critical Mass, the Impact of 3 or More Women on Corporate Boards, et qui raconte que à partir de 3 femmes dans un comité de direction, un comité exécutif, on fait basculer les choses. Elles ne sont plus isolées et seules, mais leur voix compte, elles s'entraident. Enfin voilà, il se passe quelque chose dans la dynamique d'équipe. Est-ce que ce chiffre 3, il est magique? Enfin, c'est quoi le truc autour du 3? Non, pas à ma connaissance. Ouais. Ça me semble d'ailleurs un petit peu faux dans le sens où on va exprimer les choses là de manière absolue, on va dire 3. D'accord. Ouais. Alors qu'en fait, il faudrait les exprimer de manière relative en pourcentage. Ouais. Parce que si tu as 3 personnes dans un groupe de 6, c'est déjà la moitié. Ouais. Si t'as 3 personnes dans une ville comme Paris, ouais, c'est 3 fois rien, ça va rien changer. Ouais. En général, on va exprimer ce seuil limite en termes de pourcentage du groupe. Et c'est des études qui sont par exemple beaucoup faites sur des bancs de poissons. Donc on prend je reprends l'analogie que j'avais au début avec les animaux sociaux, parce que les bancs de poissons c'est plus facile à étudier que les humains ou que n'importe quelle autre espèce d'animaux sociaux, parce qu'on peut avoir des aquariums en labo et ils sont assez faciles à manipuler les poissons. Et par exemple, on peut faire de l'apprentissage sur un poisson, on peut le conditionner pour qu'il se déplace d'une façon ou d'une autre. Et donc, ça permet de voir, ah tiens, on a ce banc là de poissons qui contient 50, 60, disons 100 poissons. Et en fait, je vais en conditionner un pour qu'il aille à une certaine direction quand je déclenche un certain stimuli. Et je veux voir si ce poisson seul, parce que le banc de poissons aime bien rester unifié, je veux voir si ce poisson seul est capable d'entraîner tous les autres derrière lui. Et en général, c'est pas le cas. Mais ça va dépendre de la proportion, pas du nombre absolu, mais de la proportion de poissons que tu vas conditionner. Ouais. Et ils le font avec 2, 3, 4, 5, 6, 10 poissons. Et ça marche toujours pas. Et puis à un moment, d'un seul coup, il n'y a pas de transition douce. C'est des transitions en général qui sont assez abruptes. Ouais. Et d'un seul coup, à partir d'un certain pourcentage de poissons, hop, il y a tout le banc qui est attiré vers la destination. Quelle est la valeur de ce pourcentage? Ça dépend d'énormément de facteurs. En général, en sciences, ça dépend, c'est souvent la bonne réponse, parce que c'est souvent complexe. Ouais. Ça dépend d'énormément de facteurs. En général, on retrouve souvent autour de 10%. Ce pourcentage critique d'individus qui commencent à faire quelque chose pour entraîner les autres. D'accord. Mais ça, c'est dans un contexte où on a maîtrisé tous les autres facteurs, quoi. Tu vois, là, tu as des poissons, ils sont dans une condition complètement standardisée. Ouais. Et on veut juste voir combien il faut en déplacer à gauche pour entraîner tous les autres à gauche. Ouais. On tourne autour de 10%. Et ça dépend du contexte énormément. Ouais. Ça dépend énormément du contexte. Si les poissons sont sensibilisés à un moment donné, eh bien, il va falloir moins de monde pour les attirer tous d'un côté, alors que s'ils sont moins sensibilisés pour une raison ou pour une autre, il va falloir plus de monde. Et ça, c'est ce qu'on retrouve aussi dans les sociétés humaines chez nous. Quand il y a un contexte qui est favorable à un certain comportement, eh bien, il va falloir beaucoup moins de monde pour déclencher un mouvement de masse vers ce comportement. Alors, comportement, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être une révolution, par exemple. C'est des choses qui sont beaucoup étudiées sur 2 cas de figure en particulier, le mouvement MeToo et le printemps arabe. Ouais. Ce sont 2 cas de bascule collective où on a un certain nombre d'individus très minoritaires qui commencent à exprimer une opinion, une émotion. Et puis, très rapidement, on a à nouveau ces transitions abruptes. Très rapidement, ça va se généraliser à l'ensemble de la population. Donc, dans le cas de MeToo, ça va être la lutte contre le harcèlement ou les agressions sexuelles. Et puis, dans le cas du printemps arabe, c'est un soulèvement contre le gouvernement. Donc là, le contexte était favorable en l'occurrence, parce que il a fallu beaucoup moins de 10%, parce qu'on a une population, un groupe dans son ensemble qui est déjà prêt à partir en fait, même si personne n'a fait le geste, même si personne n'a réalisé en fait qu'il y avait un problème. Les gens vivent leur quotidien, ils se posent pas la question, ils sont pas en train de se dire dans le cas du printemps arabe, j'en ai marre de ce gouvernement totalitaire, etc. Il n'y a pas vraiment de prise de conscience, mais au fond de nous, si je parle du groupe en l'occurrence, au fond de nous, il y a une forme de j'en ai un peu marre et je suis mûr en quelque sorte. Je suis prêt à décoller si jamais il y a un mouvement qui se met en place, même si c'est très inconscient.
Ouais. Et le mouvement se met en place. Et du coup, là, le contexte est très favorable. Et donc, c'est ça la difficulté de la prévision de ce genre de mouvement, c'est qu'il faut bien être conscient de ce contexte-là et de voir s'il y a une sensibilité inconsciente, hein, à nouveau, en général, c'est pas exprimé clairement, inconsciente qui est en place et qui va faire qu'un petit déclencheur va créer un basculement. Ouais, on parle d'étincelles, enfin l'étincelle qui embrase On parle le truc. d'étincelles, ouais. On parle d'étincelles. Si tu veux, ce sont ces effets de bascule là de critical mass. C'est des choses qui sont très étudiées en physique à nouveau. Les physiciens c'était d'ailleurs les premières études ont été faites sur la matière inerte. Par exemple, juste un phénomène très familier de l'eau qui bout, par exemple, c'est un basculement où on a un état, le système est dans un état liquide, et puis on change quelque chose, en l'occurrence la température, et d'un seul coup, transition abrupte, on a l'état dans son ensemble qui arrive le système dans son ensemble qui arrive dans un autre état, l'eau bout. Ouais. Et pour continuer l'analogie, si tu veux, le contexte, c'est d'autres facteurs, par exemple la pression que tu exerces sur le liquide, elle va changer la température à laquelle l'eau va se mettre à bouillir, si tu veux. Et c'est comme si, pour reprendre l'analogie du printemps arabe, c'est comme si la pression était très forte, si je me trompe pas dans les deux directions. Et en l'occurrence, la température nécessaire a été très faible et donc il y a pu avoir ce mouvement de basculement plus tôt. Si tu veux, le contexte est un peu comme la pression dans cette analogie. Et le déclencheur, c'est les premières molécules qui vont se mettre à bouillir. Je sais que tu travailles aussi beaucoup sur la question de l'intelligence collective, qui est devenue un buzzword pas possible. Ça veut dire quoi en fait l'intelligence collective? C'est marrant. J'étais en train d'écrire un article de scientifique au sujet de l'intelligence collective, et je me suis cassé les dents sur le tout début de l'intro, sur un truc que j'avais pas vu venir, qui était la définition. Juste la définition du truc en fait. Et j'ai commencé à écrire une définition. Je l'ai montré à mes collègues. Je montrais l'intro à mes collègues. Ils m'ont dit ah non, je suis pas d'accord avec la définition. Et en fait, on a montré à quelqu'un d'autre, puis à quelqu'un d'autre. Et en fait, on s'est retrouvé à faire des réunions à 8 en essayant de voir. Mais en fait, c'est comment on définit l'intelligence collective exactement. Et le problème, c'est que ça s'applique un peu à tout et n'importe quoi. Les biologistes parlent d'intelligence collective quand ils parlent de colonies de fourmis. Nous, on va parler d'intelligence collective quand on regarde Wikipédia, par exemple, ou autre. Et ça va un peu dans tous les sens. Je suis allé lire un livre d'un grand ponte du domaine qui s'appelle Thomas Malone, qui travaille au MIT. Et en fait, dans son livre, il définit le mot. Et en fait, la définition est à première vue, elle a l'air complètement nulle. Elle se dit, mais c'est le leader mondial qui a écrit une définition aussi pourrie. Et en fait, c'est genre l'intelligence collective. Bon, je l'ai pas au mot près, mais en gros, c'est quand un groupe d'une certaine taille exhibe un comportement qui a l'air intelligent, un truc vraiment nul. Et en fait, je suis allé parler avec lui et il m'a dit, mais non, en fait, on peut pas restreindre plus que ça la définition. On n'arrive pas vraiment, et c'est trop vague. Le concept est trop. C'est un concept parapluie. Je fais une traduction un peu mot à mot de l'anglais. Trop large pour qu'on puisse le restreindre à une définition précise. Et du coup, voilà, c'est assez vague. Désolé de pas pouvoir y répondre plus précisément. Mais donc dans la manière dont toi tu travailles sur le sujet, quel sens tu lui donnes? Disons que très concrètement, ce que je vais faire quand j'organise une expérience, c'est que je vais rassembler un certain nombre d'individus, et puis je vais voir si collectivement, donc quand ils interagissent ou d'une façon ou d'une autre, collectivement, s'ils arrivent tous ensemble à faire mieux que soit la moyenne du groupe, soit le meilleur du groupe. Okay. Voilà, donc c'est ce que je vais faire. Par exemple, très concrètement, en ce moment, je travaille sur le jeu d'échecs. Parce que le jeu d'échecs, c'est souvent pris comme un symbole de l'intelligence. C'est très symbolique. Et je me demande si un groupe de gens qui jouent tous ensemble, genre ils ont les pièces blanches tous ensemble et ils décident collectivement quelles pièces ils vont bouger sur l'échiquier, s'ils sont capables de battre un adversaire unique. Et si oui, si on monte le niveau de l'adversaire, à quel niveau ça s'arrête, quoi. Et donc on fait ce genre d'expérience où les gens votent. On a soit une vingtaine, une centaine ou un millier de joueurs, et ils vont voter pour la pièce qu'ils veulent jouer sur l'échiquier.
et ils vont jouer contre un adversaire faible, moyen, fort, très fort, maître international, etc. Et on voit si collectivement ils sont capables de jouer mieux que n'importe quel membre du groupe. La réponse est oui. Collectivement, ils sont capables de jouer mieux que n'importe quel membre du groupe en votant. Et donc là, on va mettre en évidence une forme d'intelligence collective aux échecs. Donc c'est vraiment, on trouve une tâche, un exercice où on peut avoir une mesure de performance et on va comparer cette mesure avec ce que ferait chaque membre du groupe individuellement, ce que ferait le meilleur du groupe ou ce que ferait le meilleur du monde. Et on essaie de voir où ça se place. Si la performance collective est meilleure que la moyenne ou que le meilleur du groupe, on parle d'intelligence collective. D'accord. Et ce qui crée ça, c'est la possibilité de vote, c'est que chacun a une voix qui a le même poids. Enfin, qu'est-ce qui... C'est ce qui est magique avec l'intelligence collective, c'est qu'en fait, en fonction du problème, on va avoir des mécanismes qui sont un peu différents. Et en fait, c'est un thème qui est très riche. Okay. Dans le cas des échecs, plus particulièrement, c'est autour de l'adage il y a une façon d'avoir raison, il y a plusieurs façons de se tromper. Donc en fait, il y a un bon coup. En général, il y a un meilleur coup et il y a plein de mauvais coups. Donc en fait, quand on prend une personne, il y a des chances qu'elle choisisse le bon et puis il y a des chances qu'elle choisisse un mauvais. Mais quand tu prends plein de monde, en fait, les mauvais, ils vont se répartir entre toutes les mauvaises options. Donc ils n'auront pas la majorité parce qu'ils vont se découper en plein de petits votes. Et tous ceux qui ont vu la bonne option, eh bien eux, ils vont pas se diviser entre plusieurs bonnes options parce qu'il y en a qu'une, et donc ils vont avoir la majorité. Donc c'est un mécanisme un petit peu comme ça de majorité qui fait que quand tu demandes même juste avec 20 personnes déjà, tu vas avoir un joueur d'échecs collectif qui est très fort en fait. C'était sur ton site que j'avais trouvé cette expérience où la foule arrivait à deviner le poids d'un. C'était ça. C'est un peu le même mécanisme, c'est ça? Un mécanisme un peu différent. Donc là, on est sur un autre problème qui est un problème d'estimation. Estimer une grandeur. Donc on a une grandeur qui est, disons, le nombre de billes que j'ai mis dans un bocal devant moi, qui est posé sur la table, et on va essayer d'estimer cette grandeur. Donc ça, c'est vraiment un exercice expérimental de science qu'on prend parce que c'est facile, on connaît le nombre de billes à l'avance, etc. Mais il faut voir ça comme un problème plus vaste où, d'une manière générale, un groupe va essayer de mesurer une grandeur, quelle qu'elle soit. Ça peut être des choses plus complexes. Si tu demandes à plein de monde et que tu prends la moyenne, en fait, tu vas tomber sur une valeur qui est très proche de la bonne réponse. Et là, le mécanisme qui est derrière est un peu différent, c'est la compensation des erreurs. C'est le fait que les gens qui surestiment la bonne réponse sont à peu près aussi nombreux que ceux qui sous-estiment la bonne réponse de la même valeur. Et donc, quand tu prends la moyenne, tu tombes juste. D'accord. C'est l'analogie des fléchettes. Si tu demandes à plein de gens de lancer des fléchettes sur une cible, ça va taper au-dessus, en dessous, à gauche, à droite, ça va être nul. Par contre, la moyenne des impacts, elle est toujours proche du centre parce que c'est le point que tout le monde essaie d'atteindre. C'est passionnant. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui nous écoutent et beaucoup de femmes qui se trouvent souvent dans des contextes où elles ont un peu l'impression d'être seules. Comment est-ce que la physique ou tes champs de recherche nous disent quelque chose sur le fait d'être seule dans un groupe qui nous ressemble pas et combien de temps ou comment est-ce qu'on tient dans un groupe dans lequel on ne ressemble pas aux autres? C'est très rare d'avoir un individu qui est dans un groupe qui lui ressemble pas. La nature humaine va directement dans le sens opposé. C'est ce qu'on appelle l'homophilie. L'homophilie, c'est quand on regarde un réseau social d'une manière générale et on regarde qui est en contact avec qui est ami avec qui. On se rend compte qu'il y a énormément de points communs sur plein de critères différents entre les gens qui sont amis. D'accord, donc en général, ils se ressemblent, ils viennent du même milieu culturel, même milieu social, ils ont le même niveau de vie, ils ont le même accent, ils ont souvent la même couleur de peau, etc. Donc ça s'appelle l'homophilie, donc qui se ressemblent s'assemblent, et c'est très très visible sur les réseaux sociaux, même en ligne. On fait souvent des études en ligne et on s'en rend compte. Donc en fait, c'est très rare d'avoir quelqu'un qui est dans un groupe qui ne lui ressemble pas. Et en général, quand ça se produit, c'est souvent par accident et ça dure pas longtemps, dans le sens où on va voir progressivement, sans connaître vraiment le mécanisme qui est derrière, mais c'est des études qu'on fait sur Twitter, par exemple, où si tu vois qu'il y a une anomalie dans cette homophilie, eh bien, que tu continues à observer après des semaines et des mois, et tu vas voir que l'anomalie va se corriger dans le sens où soit la personne qui est
qui est l'anomalie, mais l'anomalie au sens, c'est pas péjoratif. Oui, hein. oui, j'ai compris. Soit la personne qui est l'anomalie va progressivement se séparer du groupe pour aller rejoindre un groupe qui lui ressemble. Soit elle va être sous influence et elle va se transformer progressivement pour ressembler au groupe dans lequel elle est inclue à un moment donné. Ouais. Mais ce sont des anomalies qui ne durent pas en général, comme si elles étaient contre nature. Ouais, ouais. Et alors justement, ça, on a beaucoup parlé de cette intelligence collective et tu disais aussi, je regardais une de tes vidéos tout à l'heure, tu disais chaque groupe se forme la vérité qu'il veut entendre. Ouais. Et alors justement, comment est-ce qu'on peut promouvoir, tu vois, quand on fait partie d'un groupe, comment est-ce qu'on peut promouvoir la notion de remise en question, le changement de perspective dans un groupe qui se forme la vérité qu'il veut entendre? Ouais, c'est difficile. C'est difficile parce que c'est pas en général des choses qu'on observe. Typiquement, les informations qui vont circuler au sein d'un groupe pendant une conversation ou sur Internet sont pas toujours, mais très souvent des informations qui vont dans le sens de ce que le groupe a envie d'entendre. Ouais. S'il y a des informations contradictoires qui entrent, ces informations, elles ont une durée de vie qui est très limitée, dans le sens où elles vont très peu se propager, ou bien elles vont se propager en étant déformées. Et la déformation va progressivement les conduire l'information à ressembler à ce qu'on a envie d'entendre, à ce que le groupe a envie d'entendre. Ouais. Donc, si tu prends, je sais pas, voilà, je veux pas prendre des exemples, mais tu vois ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Et donc, on va avoir cette déformation qui va se mettre en place, qui va faire que l'information va se transformer jusqu'à ce qu'elle soit comme on a envie. C'est des questions qu'on se pose souvent parce que des fois, tu as des groupes de gens qui ont tort. Enfin, disons que nous, avec notre point de vue extérieur, on va dire eux, ils ont tort. Et on va essayer de les faire changer d'avis en injectant des informations dans le groupe. Et en fait, ça marche pas. Parce que soit elle circule pas, soit l'information va être déformée pour justement encore plus polariser le groupe dans sa direction. Et pour l'instant, on n'a pas vraiment de solution pour ça, si ce n'est que le fait d'arrêter de communiquer, ça va déjà être la moins pire des solutions, si tu veux, ou dans le sens où ils vont au moins ne pas continuer à se polariser, parce que plus tu communiques, plus il y a une polarisation qui se met en place. Donc c'est assez difficile. On n'a pas vraiment de solution contre cet effet de polarisation qui est assez critique d'un niveau social, parce qu'en fait ça crée des sous-groupes, on appelle ça des clusters sociaux. Ouais. Ça crée des sous-groupes de gens qui se parlent entre eux et qui parlent pas aux autres, et qui est en plus un peu amplifié avec l'apparition du net, du web, et donc ce qui peut être un peu critique, quoi. Ouais, ce que j'allais dire, c'est que notre ère de l'information à tout va et de la communication à tout va doit accentuer ces phénomènes-là. Et enfin, c'est ce qu'on constate. Ça accentue les phénomènes. Ça les cause pas. Ce sont des phénomènes qui sont connus depuis avant, depuis les années 70. On étudie la propagation des rumeurs, etc. On se rend bien compte que les rumeurs qui circulent, elles circulent dans certains groupes, et en général, elles vont confirmer ce que le groupe a envie d'entendre. Il y a la rumeur d'Orléans, par exemple, qui a été très étudiée dans les années 60 par Edgar Morin, et qui est une rumeur antisémite et qui circule dans les milieux antisémites. Donc ça marche très bien. Elle n'était pas antisémite au début, d'ailleurs, cette rumeur, elle est devenue antisémite parce que justement c'est la déformation des gens, le bouche à oreille, etc. Du coup, ce sont des phénomènes qui existaient avant le web, qui sont juste amplifiés par le web. C'est pas très rassurant. Non, c'est pas très rassurant. D'ailleurs, je voudrais dire souvent on me le prend en contre-exemple. On prend ce genre de phénomène en contre-exemple sur l'intelligence collective. On me dit attends, tu parles d'intelligence collective, mais regarde eux comme ils sont débiles. Enfin, tu vois, je simplifie. Il n'y a pas qu'une vérité. Il y a différentes visages. La foule a différents visages. Et en fait, des fois, elle se comporte de manière rationnelle, voire intelligente. Des fois, elle se comporte de manière irrationnelle, voire conflictuelle. Toutes ces facettes existent en même temps. Et moi, mon travail, c'est juste d'essayer de comprendre quelles sont les conditions qui font que parfois ça se passe bien et parfois ça se passe pas bien. Je suis pas en train de revendiquer intelligence collective à tout va. Ça dépend vraiment du contexte. Du contexte, ouais.
Je crois que ce sera le mot de cette cette conversation. Ça dépend. Non, mais c'est important de remettre ça enfin, justement, de rappeler l'importance du contexte et En d'arrêter de tout général, simplifier. Ouais. ouais, c'est ça. Toutes les vérités scientifiques, elles s'accompagnent d'un ça dépend. Ouais. Si c'est pas le cas, si c'est trop catégorique, c'est souvent un peu faux. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que, qu'est-ce qui t'a le plus surpris ces dernières années dans les recherches que tu as pu faire, ou les expériences? Euh, je, je suis surpris par la vitesse à laquelle ça va. Ouais. Donc, on est sur un thème de recherche qui est nouveau, qui est récent à l'échelle de la science. Mhm. Donc, ce sont des sujets qui ont 50 ans, mais 50 ans, c'était vraiment les prémices et qui ont vraiment commencé à exploser au milieu des années 2000, tu vois, donc il y a 15-20 ans. Donc c'est un thème qui est très récent et en fait les découvertes elles vont trop vite en fait. Il y a une sorte de fourmillement, ça va vraiment dans tous les sens. On est Mhm. dans une forme de transition justement, on parlait de transition tout à l'heure. On est dans une forme de transition rapide où il y a un nouveau thème qui apparaît et il y a tous les chercheurs qui se mettent dessus et Mhm. puis les découvertes pop-up à toute vitesse dans toutes les directions. Toutes les semaines, il y a des nouveaux articles sur le thème de l'intelligence collective en particulier, mais des comportements collectifs plus généralement. Mhm. Et moi, je suis toujours étonné et assez fasciné par la vitesse à laquelle ça va en ce moment. Mhm. Donc, il est probable, si tu veux, que dans les années qui viennent, il y ait des effets très visibles dans notre vie quotidienne, sur notre société, sur je sais pas, la façon dont on prend des décisions collectives, dont on, je sais pas, choisit un président peut-être, ou qu'on vote, ou qu'on s'exprime. Enfin, je sais pas. Mais c'est le genre de sujet qui est très actif, qui en général a des conséquences un peu plus tard, a des conséquences dans notre vie quotidienne. Ouais, c'est ça. C'est que, enfin, c'est intéressant d'ailleurs parce que quand tu parles de tes recherches, on voit tout de suite les applications, on voit tout de suite concrètement comment ça impacte notre façon de vivre. Ouais. Et les manipulations possibles aussi. Ouais. C'est un thème qui peut être un peu sensible, Ouais. parce que si tu commences à comprendre comment se forme une opinion collective ou comment Ouais. créer un mouvement de bascule, on ne sait pas créer un mouvement de bascule. Mais Ah oui. si jamais on arrive à maîtriser ça, bah déjà directement d'un point de vue marketing, c'est parti. Ouais. Donc tu mets un produit en vente, tu crées un mouvement de bascule pour que les gens commencent à l'acheter. Ouais. Heureusement, on sait pas le faire. Il est possible qu'on n'arrive jamais à le maîtriser complètement parce qu'il y a quand même une forte part d'aléatoire dans Mhm. le phénomène, je parle des Mhm. basculements qui Mhm. se produisent de manière stochastique. Stochastique, ça veut dire que on arrive à décrire ce qui se passe, mais avec des probabilités à chaque fois. Mhm. Donc c'est propre mathématiquement, si tu veux, parce que c'est décrit avec des équations et tout. Mhm. Mais il y a des éléments dans ces équations qui sont des probabilités. Et donc, Mhm. sur une échelle large où il y a plein de phénomènes qui sont observés, ça marche très très bien. Par contre, sur un phénomène en particulier, c'est difficile de dire s'il va y avoir une bascule ou non. C'est la météo, par exemple, ça rentre dans la même catégorie de phénomènes. La Mhm. météo, c'est exactement pareil. Ce sont des systèmes qui sont chaotiques, Mhm. dans le sens où on comprend bien comment ça marche, mais il y a ces effets ces effets boule de neige qui font que des fois il y a un tout petit élément qu'on a négligé en fait qui va avoir un impact très important, qui va le battement d'aile du papillon qui va créer un Ouais. anticyclone, etc. Bah, Ouais. c'est pareil dans les systèmes sociaux. Donc il est aussi très probable que de la même façon, de la même manière qu'on n'arrive pas à prédire la météo à plus d'une semaine, on aurait aussi du mal à maîtriser ces basculements sociaux pour les mêmes raisons. Ouais. Ouais, et tu vois, moi je le vois sur les sujets sur lesquels je travaille, la question de la flexibilité du travail, etc., qui étaient des sujets totalement pas traités il y a 4 ans, et le Covid, donc c'est plus qu'un battement d'aile de papillon quand même, mais qui Mhm. était pas quelque chose qu'on a prévu et qui a totalement bouleversé la manière dont on envisage le travail, le rapport au travail, enfin, qui a créé tout un tas d'événements derrière, Mhm. totalement imprévisibles et qui a amplifié des phénomènes qui étaient déjà Exactement. naissants. Ouais, exactement. L'épidémiologie aussi, Ouais, c'est un truc où la ouais, prédictabilité est difficile. ouais, Maintenant, c'est difficile de prédire les basculements. Je veux dire, une fois qu'on ouais. qu'on commence que les choses sont en place, on sait comment maîtriser, contrôler un petit peu une épidémie. C'est-à-dire,
On connaît avec des modèles d'épidémiologie, on sait comment les virus vont se propager. De la même façon que les rumeurs, d'ailleurs, c'est assez intéressant. Mais pour modéliser les rumeurs, on utilise des modèles d'épidémiologie. Ouais. C'est pareil, hein, c'est un truc qui se propage de proche en proche, que ce soit un virus ou une information. Ouais. Donc, c'est des phénomènes qui sont très proches. Par contre, on a du mal à prédire ce basculement, le moment où la chose va se mettre en place. Pareil. Vraiment le point où ça passe. Le basculement, le virus qui émerge, etc. Merci beaucoup, Mehdi. C'est passionnant sur quoi tu travailles, et je mettrai tous les liens vers tes vidéos qui sont vraiment claires et pleines d'informations. Sur quoi t'es emballé de travailler là? Qu'est-ce qui t'enthousiasme en ce moment? En ce moment, j'ai 2 projets en parallèle. Le premier, sur le projet de la partie d'échec collective. Le projet scientifique, c'est toujours très long. C'est ça que j'aime bien quand je fais des vidéos sur YouTube, c'est que je commence un projet et 2 mois après c'est terminé. Ouais. Alors qu'un projet scientifique, tu le commences et il faut attendre 1 an et demi, 2 ans avant de terminer, donc tu peux en avoir un petit peu marre à la fin. En tout cas, les projets scientifiques, c'est souvent très long. Donc je suis toujours sur la partie d'échec collective. Et à côté de ça, je travaille sur les mouvements de panique. Et le fait que c'est exactement le thème qu'on a abordé, mais cette fois-ci sur la fuite et dans une foule, quand une personne se met à fuir devant un danger qui existe ou qui est juste imaginé, quelle est la probabilité pour que les voisins se mettent à fuir à leur tour, puis les voisins des voisins, et à quel moment on peut obtenir un mouvement de fuite collective? La réponse, c'est ça dépend du contexte. Et quand on est dans un contexte, par exemple, proche d'un attentat terroriste, quand il y a eu un attentat dans les jours qui ont précédé, dans les mois qui ont précédé, les semaines, ou dans la région ou dans un autre pays, en fait, cette probabilité, cette tendance à copier les autres vont changer en conséquence. Ouais. Et donc j'étudie ce phénomène collectif, les mouvements de fuite, qu'on appelle des mouvements de panique parfois. Ça fait référence à la même chose. Un mouvement de panique, c'est plus un terme qu'on utilise dans les médias et dans le grand public, mais c'est pas un mot scientifique propre. On parle plus de mouvement de fuite. Bon, vraiment merci Mehdi, et puis on suivra avec beaucoup d'intérêt sur quoi tu continues de travailler. Merci pour ton temps. Ouais, merci à toi.